trottoir. Bonjour. Vous avez vu, le débat a déjà commencé là. Bonjour, chers amis de Canal 10, chers amis de Culture Business. Très, très heureux de vous retrouver pour un nouveau volet de cette émission Culture Business. Un nouveau volet aussi, puisque nous allons traiter la même thématique que la semaine dernière. Nous avions entamé une discussion sur le déchet, sur le traitement, pas les déchets, le traitement et la gestion des déchets en Guadeloupe. Un sujet qui est épineux, un sujet qui est aussi vaste, puisqu'il y a énormément de choses à dire, puisqu'il faut parler aussi de nos comportements, il faut voir la classification des déchets, quel type de déchets, la question de la collecte, le tri sélectif, cher à notre ami Corian, la question de quelles sont les compétences de différentes institutions. Il faut voir aussi quel impact cette gestion des déchets a sur un pays qui se dit orienté vers le tourisme. On a parlé aussi de l'arrivée des déchetteries, une par commune. Est-ce que c'est une solution? On va voir tout ça. On va parler aussi des centres d'enfouissement. Est-ce qu'on en est? Est-ce que c'était la solution ou pas? Revalorisation des déchets ici ou là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? On parlera aussi des déchets professionnels avec nos deux invités en plateau. Et ensuite, on finira par parler d'énergie, comment on transforme les déchets. Et on finira par l'incivilité. Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour François. Bonjour Patrice et bonjour à tous les téléspectateurs de ce jour. Bien ce matin, on jouait comme d'habitude à l'idée de venir. Pardon? C'est beau aujourd'hui. Il fait très beau. Ouais, Il fait très beau. Donc ça va. Tout est au beau fixe. Ce On va sujet, dire ça, entre guillemets. Entre guillemets? Oui, D'accord. parce que voilà. Concernant la gestion des déchets, je ne crois pas que tout est beau fixe, mais bon, on va dire ça entre guillemets. Ouais, pour Sandrine, tout va bien. Sandrine, ça va? Déchets? Sandrine va, oui. Oui. Merci. Bonjour Patrice, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Oui, tout va. On a la santé, on s'est réveillé ce matin, on a pu respirer. Il y en a qui se sont probablement pas levés ou qui se lèveront plus. Tu avais de l'eau ce matin? Oui, j'avais de l'eau. Je fais partie de ceux qui ont cette chance. Moi, j'ai toujours eu de l'eau, assez mal parlé comme ça. Moi, toujours ni de l'eau, et bon de l'eau, pas de l'eau à caca, mais bon. Non, Non, c'est rien. Mais bon, tu sais, après, je pense qu'on fait avec ce qui nous est donné. On pousse nos coups de gueule, ce qui est important, parce que je pense qu'une société ne peut pas se construire avec une pensée unilatérale. Nous ne pouvons qu'échanger et être d'accord ou pas d'accord sur des sujets. C'est ce qui fait évoluer et progresser. Débattre. C'est important de débattre. C'est ça. Corian, bonjour. Hello Patrice, comment tu vas? Bien, on va bien. Où est ton chapeau? Ah, mon chapeau. Alors écoute Patrice, comme je suis coiffé et que les contours sont faits pour faire de la pub à mon coiffeur, d'accord. pour faire un peu de pub à mon coiffeur, je me suis dit que je vais tout simplement venir sans chapeau cette fois-ci. Voilà. Non, il a troqué son chapeau contre une écharpe. Voilà, voilà. C'est qui Très ton coiffeur? observatrice. C'est qui ton coiffeur? Alors mon coiffeur, on l'appelle Tonton. D'accord. On l'appelle Tonton, mais en fait, en même temps, pas envie de faire trop de pub parce que Il paye souvent. moins souvent, après il est trop pliant. Et pour le coup, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un de très disponible et qui fait son travail très bien. Ben, moi, ça va, Patrice. Je vais comme le temps. Et comme le temps, il fait beau et que je vois que tout le monde sur le plateau est comme le temps également, il est belle. Nous failla, comme on dit. Donc, du coup, ça me fait plaisir d'être sur le plateau aujourd'hui. Très bien. Alors, tu as un invité tout à l'heure que tu nous présenteras. Il s'appelle Danick Dabriou. Exactement, Danick Dabriou, qui est du coup jeune entrepreneur de 20 ans, qui est dans l'immobilier. Et du coup, on va voir ça ensemble à la fin de l'émission. Très, très bien. Okay. Tout de suite, on se retourne vers notre invité, M. Badi Fadoul, qui est le président d'honneur de l'Union des commerçants et des artisans de Pointe-à-Pitre. Bonjour, Badi. Bonjour, Patrice. Bonjour, le téléspectateur de Canal 10. Chef d'entreprise aussi, plusieurs Chef enseignes. d'entreprise, oui. Surtout chef d'entreprise aujourd'hui. Conseiller municipal nouveau dans l'opposition. Mais bon, voilà. Ce matin, je me suis bien levé. Il faut bien le faire. Voilà. Donc, on dit Dieu merci. Voilà. On arrive à respirer, mettre un pied devant l'autre. Oui, c'est bien. Donc, c'est bon. Très bien. On attend aussi M. Nicolas Bambert de l'entreprise Belle Auto qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Et on ira du côté du téléphone avec M. Pierre Huneau, qui est président de l'association Nord-Basse-Terre Environnement. Voilà. On va tout de suite passer notre petite vidéo et ensuite, on va rentrer dans notre sujet.
Sur la gestion des déchets, il faut d'abord souligner les bonnes choses qui se font, donc c'est-à-dire les filières de recyclage qui existent, même s'il en manque sur certains segments, mais il y a des segments qui existent, et il y a des segments apparemment qui vont sortir, donc c'est à saluer. Et il y a également alors par compétence, il y a des structures et des collectivités qui mettent le pied à l'étrier, mais par contre, effectivement, ce qui manque, c'est un peu les disparités d'avancée dans la gestion de ces déchets. Voilà, petit impair, on a changé de sujet, la transition n'était pas la bonne. On va passer justement à un petit sujet, je vous dirai quelque chose tout à l'heure. L'audience d'hier, nous sommes arrivés donc au tribunal. Cette affaire n'était pas en état. Nous avons sollicité un renvoi, comme cela se fait habituellement dans toutes les affaires. Et il nous a été opposé le fait que l'affaire allait être malgré tout retenue. Ce à quoi nous nous sommes bien évidemment opposés, puisque nous avions effectivement le sentiment qu'il fallait juger vite, qu'il fallait condamner vite M. Nicolas Semar et la société Nejdet pour des faits qui ne sont absolument pas établis, puisque je rappelle qu'on leur reproche d'avoir aménagé la place sans autorisation, ce qui est faux, puisque la société Nejdet, Nicolas Semar ont une autorisation d'occupation sur la plage du Souffleur. À l'époque, d'ailleurs, c'était les seuls à pouvoir bénéficier de cette autorisation qui avait été donnée par l'ancienne municipalité. Il y a eu à peu près 2 incidents hier, au terme desquels donc moi-même et ma consoeur maître Sarah Aristide, notre vice-bâtonnier qui a été dépêché pour s'entretenir avec le tribunal et le procureur, maître Babacar Diallo qui était là aussi pour nous accompagner. Nous avons tout fait pour que les droits de la défense soient respectés, que cette affaire soit renvoyée, que l'affaire puisse se dérouler en toute sérénité. Ça n'a pas été le cas. L'après-midi, puisque l'affaire a été retenue, nous avons... Voilà, juste un clin d'œil pour cette histoire. Là, on parle du Cabana Beach, cette enseigne du côté de Port-Louis, sur la plage, un dispositif intéressant où un jeune Guadeloupéen qui a fait ses études, qui retourne au pays, revient et investit et se barre, emploie 30 personnes et voilà, patatras. Voilà, pour les histoires de politique et de... Voilà, nous sommes fidèles à nous-mêmes, nous sommes Culture Business et puis on a un pays à développer. Donc, il faut vraiment que ces histoires, qu'on laisse les entrepreneurs travailler. Voilà. On a un positionnement. Donc, c'est la même chose pour le Caracoli, avec toute une histoire pour 2 tortues. Donc, j'aime bien les tortues, d'accord, hein, mais bon, quand un jeune entrepreneur embauche du monde, donc il y a etc. de plages sur le littoral. Donc, les tortues, il faut absolument qu'elles viennent pondre chez le Caracoli. Voilà, l'affaire est en justice, mais nous sommes Culture Business et donc... Il fallait absolument que nous puissions prendre position et donner notre avis sur cette question. Sémé ? Je veux dire que c'est un nouvel incident, parce que ce n'est pas le premier. Et j'ai envie de dire que je vais répéter mot pour mot un commentaire que j'ai vu sur LinkedIn ce matin, où Rachel Leliade disait que j'aime la politique avec un grand L et un grand A, mais je n'aime pas les politiciens. On va s'arrêter là. Voilà. 100 000 euros. C'est pas possible, voilà, il faut réfléchir. 100 000 euros d'indemnité pour occupation des sols, voilà. Tout ça. Alors Patrice, c'est là où on se rend compte qu'il y a un gap entre le monde d'entreprise et le reste. M. Badi Fadoulela, c'est un illustre entrepreneur à Pointe-à-Pitre depuis des années. Et je crois que s'il y a des gens qui peuvent nous raconter l'histoire de l'entreprise, c'est bien des gens d'expérience, des personnes d'expérience comme lui. Moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Quand on se rend compte des difficultés qui arrivent, parce que tout simplement, en amont, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de choses établies, on en arrive à mettre un jeune ou des jeunes au banc des piloris, alors que ce sont des jeunes qui ont très souvent pris leur argent, leur bas de laine, qui ont sollicité la famille, les amis des entrepreneurs pour pouvoir les aider à créer une entreprise. Moi, je ne connais pas le fond de l'histoire, je ne connais pas quelle est la finalité non plus. Mais je dis simplement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on veut une Guadeloupe forte avec des entreprises, parce que je rappelle que, pour ma part, que la valeur ajoutée de la société,
ça reste quand même les entreprises qui la créent. Je suis désolée, mais c'est un fait avéré. Et je trouve dommage que dès le départ, on prive ces jeunes de la chance de pouvoir se développer en entreprise et donner l'envie à d'autres jeunes. Justement, c'est surtout quel exemple on envoie à ceux qui sont, exactement, quand on voit ça, voilà. Quand un jeune arrive et qu'il voit ça, est-ce qu'il a envie de... Non, il va chercher un petit travail à faire, il va chercher à rentrer dans une institution, dans une collectivité, parce qu'il aura peur. Caracoli, c'est 400 000 euros, un courrier. Ben, moi, je connais pas l'affaire, hein, Patrice. Et chers téléspectateurs, je tiens à dire que je ne connais pas du tout l'affaire. Enfin, à part sur les réseaux, je ne suis pas l'avocat et je n'ai pas la tête dans les dossiers. C'est super important ce que Sandrine dit parce que, étant jeune entrepreneur, j'ai 20 ans, c'est l'expérience qui fait qu'on se dit qu'on souhaite continuer dans l'entrepreneuriat, et c'est l'expérience des autres aussi qui aussi jugent du fait qu'on continue dans l'entrepreneuriat dans notre pays. Ça, c'est un cas qui ne donne pas envie aux jeunes Guadeloupéens, et j'ai envie de dire aux jeunes Guadeloupéens noirs, afrodescendants, de continuer. Et vous savez, je ne connais pas l'affaire plus que ça, mais je suis très souvent sur Twitter où les choses se disent et où les avis divergent, etc. Moi, la seule chose, c'est juste une question que je soulève. Si c'était un jeune entrepreneur, issu d'une famille entrepreneur blanche, européenne ou béquée, est-ce que cette affaire aurait été jusque-là? C'est juste la question que je me pose. Et c'est une vraie question, au final, à se poser quand on voit les antécédents qu'il y a par rapport à nous. Donc c'est vraiment une question qui me trotte dans l'esprit et qui trotte dans l'esprit de beaucoup de jeunes sur les réseaux, parce que du coup, je suis sur les réseaux, je vis sur les réseaux, c'est mon métier, c'est les réseaux. Et donc, du coup, quand je vois des choses comme ça, ben, c'est la question qui se soulève. Est-ce que si c'était un jeune Guadeloupéen, parce que les béquets et les blancs sont Guadeloupéens, un jeune Guadeloupéen blanc ou béquet, est-ce que ça aurait été la même chose? C'est la question que je me pose, tout simplement. Voilà. Je veux rajouter que rapidement. L'entreprise, c'est de répondre à un besoin. Et là, Kabata Beach répondait à un besoin. Répondait vraiment à un besoin. Vous avez été pour lui un dimanche? Oui. C'est énorme. C'est inimaginable. Donc, toute une activité. C'est ça, en fait. Ça, bon, ça répond à un besoin. Baptiste, tu veux réagir? Ah oui, bien, parce que je suis un entrepreneur. Je suis actuellement à presque ma 50e anniversaire d'entreprise. En juin 2024, me fera 50 ans. D'accord? Et je travaille toujours. D'accord? Ma retraite, je suis supposé prendre il y a 12 ans. Presque 13 ans. Mais je ne l'ai pas prise. Au bout du moins, j'ai pris quelques années. Mais comme je dépérissais physiquement et mentalement, j'ai repris le travail. Et depuis, ça va mieux. Alors, en tant que chef d'entreprise, je connais pas cette affaire. Mais bon, j'ai entendu parler d'environnement, etc. Et effectivement, comme dirait Cosset, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas un poids de mesure. D'accord? Donc, on a l'affaire de la Dacia et d'autres affaires, des trucs comme ça. Mais seulement, je vous dis franchement, je ne connais pas cette affaire. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, je suis confronté à des entreprises aussi qui sont dans l'illégalité, qui ne sont pas déclarées, qui sont structurées comme, je le dis, je pèse mes mots, comme une mafia, et qui font de la concurrence déloyale. Et malheureusement, ce n'est pas des Blancs, ce n'est pas des métropolitains, ce sont des Caribéens. D'accord? Et là, l'État ne fait rien non plus. Elle ne fait rien du tout. J'ai eu plusieurs réunions en chambre de commerce parce que je suis président de la commission des relations avec les collectivités et l'administration. Et j'ai soulevé ce problème-là parce qu'il n'y a pas que dans mon domaine de la beauté. Il y a dans la restauration, des restaurants qui s'ouvrent en un week-end, sans bac à graisse, sans tous les problèmes en normes, c'est-à-dire sans formation à la chambre de commerce, à l'Institut Pasteur. Bon, il y a les fleuristes qui sont en concurrence déloyale, tous les fêtes.
Il y a les... Ouais, la vente à la sauvette, c'est encore... On m'a dit, oh, c'est un petit marché parallèle, etc. Voilà ce qui a été répondu une institution. Hein. Mais au cours de ces réunions avec les institutions étatiques, il m'a été répondu qu'ils ne contrôlent que les entreprises déclarées. Ça a choqué. Il y avait même le sous-préfet à la préfecture à l'économie, M. LB, qui était là. Il ne savait même plus où se mettre. Mais seulement le fait est qu'il y a eu 2 réunions supplémentaires où il y a eu la DITS qui était là, il y a eu la douane, et c'est le même discours. On va poursuivre, justement. Oui. Ce qu'on va faire, justement, c'est une question qu'on devait soulever aussi sur ces emplois. C'est parce que c'est le thème de l'économie parallèle, c'est le thème de la prochaine émission. Donc là, on va pouvoir vraiment s'étendre sur cette question-là, comprendre aussi le manque à gagner pour les entreprises. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà, on remercie Nicolas Bambière d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Les entreprises Belle Auto. C'est ça, ouais. Très bien. Ben, on va commencer. Yann, si tu peux passer les témoignages et ensuite on va commencer dans notre sujet. Je rappelle que nous parlons de la gestion et le traitement des déchets en Guadeloupe. C'est chaud. Qui a à souligner. Donc, sur la gestion des déchets en Guadeloupe, il y a des choses qui se font déjà et qui a à souligner, donc notamment en termes de recyclage, des filières de recyclage qui existent, notamment dans différents domaines, sur différents matériaux qui peuvent être recyclés. Donc il faut aussi souligner ce qui se fait. Il y a des plans qui sont mis en place, qui sont en tout cas mis en œuvre. Donc le plan notamment régional de la gestion des déchets, donc il y a des choses qui existent, des documents, mais le souci peut-être c'est l'harmonisation de ces plans-là, donc c'est-à-dire les différents par domaine, que ce soit et par compétence, que ce soit la compétence propreté qui revient à la ville, que ce soit des compétences de gestion des déchets qui sont dévolues aux agglos et plus largement les compétences de la région, dans l'aménagement du territoire notamment, mais aussi dans cette gestion des déchets, il y a une harmonisation à trouver entre les trois. Sur la gestion des déchets, il faut d'abord souligner les bonnes choses qui se font, donc c'est-à-dire les filières de recyclage qui existent, même s'il en manque sur certains segments, mais il y a des segments qui existent, et il y a des segments apparemment qui vont sortir, donc c'est à saluer. Et il y a également par compétence, il y a des structures et des collectivités qui mettent le pied à l'étrier, mais par contre, effectivement, ce qui manque, c'est un peu les disparités d'avancée. La prochaine, s'il te plaît. On va mettre la prochaine, on va écouter les témoignages, vos témoignages. Déjà, le tri sélectif, pour moi, il n'est pas super bien fait. On n'a pas baigné dans ça. Bon, c'est depuis quelques temps qu'on commence à nous inculquer ça, le tri sélectif, mais pour moi, c'est pas encore bien dans nos mœurs. Enfin, on n'a pas encore bien les habitudes. Donc, il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Et ensuite, l'orientation des déchets après, pour moi, je pense pas que ça soit bien. Enfin, pour l'instant, qu'on arrive bien à bien gérer tous les déchets. Normalement, on est censé avoir un incinérateur à déchets, je crois, sur le moule. Donc, c'est un projet normalement qui est censé se faire. Il faudra traiter l'évacuation au niveau point de vue fumée. Donc il y a tous des systèmes qui gèrent ça. Et sinon, c'est le tri qui doit être bien fait pour qu'on puisse au moins mieux faire le recyclage. Parce que je pense que pour l'instant, on n'arrive pas à bien recycler. Et puis voilà. Donc si on arrive à réutiliser ce qu'on consomme, ce qu'on jette, ça serait intéressant. Donc voilà. La gestion des déchets en Guadeloupe s'est modernisée ces dernières années avec la mise en place de bornes pour le tri sélectif,
la mise aux normes des déchetteries. Cependant, je m'aperçois encore que ni l'évacuation des déchets dans les bornes, ni le remplacement de ces dernières ne sont réalisés de façon automatique quand elles sont remplies. De plus, on retrouve encore de nombreuses épaves de voitures qui nuisent à notre bel environnement en Guadeloupe. C'est un peu dommage, et même pour la location de bennes, lorsqu'on veut faire des grands nettoyages, je trouve que c'est encore trop cher et pas à la portée de tous. Voilà. Ok, bon, on va s'arrêter là pour le moment, on va écouter les autres tout à l'heure. Alors, ce qu'on va retenir, c'est la filière de recyclage qui, selon certains, qui est déjà bien avancée. Donc, on va discuter de ça avec vous, ça secoue déjà la tête. Ensuite, il y aura, au niveau des institutions, notre auditeur disait qu'il fallait harmoniser le fonctionnement, puisqu'il y a des compétences qui sont disparates entre différentes institutions, et des fois, on a l'impression, c'est comme dans tout, hein, chaque fois, c'est toujours cette question de ce millefeuille, à comprendre qui fait quoi. Et ça peut être une des raisons. Il y a la question aussi de le tri sélectif qui n'est peut-être pas encore entré dans les mœurs, parce que ce n'est pas une attitude naturelle pour nous, parce que nous n'avons pas ces habitudes-là, et que si cette démarche-là était mieux comprise, il y aurait une avancée vers la question du recyclage. Ensuite, la question de l'incinérateur au moule, est-ce que c'était prévu? Voilà. Je vais entendre vos réactions et ensuite on reviendra vers nos professionnels pour savoir, eux, comment ça se passe pour la gestion des déchets et quelle est plus généralement votre vision du traitement des déchets en Guadeloupe. Alors moi, je vais reprendre un peu les propos de Mme Diocho, qui est ingénieure en la demeure. Elle disait la semaine dernière qu'en fait, que le traitement des déchets, notamment le tri, a bien avancé. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier. Certes, mais en tout cas, on a entendu tout à l'heure les messages, tout à l'heure, dans les WhatsApp trottoirs, et on disait qu'il y a les bornes, certes, une fois qu'elles sont remplies, elles ne sont pas vidées assez régulièrement. Donc, on se retrouve avec des bornes et autour, plein de sachets, plein de détritus, plein de déchets en plus, non traités, non triés, ici. Donc, il y a un vrai problème. Certes, ça s'est amélioré, mais il y a encore du travail à faire au niveau des instances, des communes, etc., qui sont responsables de ces bornes. En tout cas, moi, je suis d'accord avec un des témoignages qui disait que le tri des déchets ne fait pas partie de nos habitudes locales. C'est pas comme ça qu'on fonctionnait, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de fonctionner. Même moi qui n'ai pas grandi à la campagne, mais qui y allait souvent, on avait d'autres façons d'utiliser nos déchets. On avait des animaux, on donnait les déchets bio, organiques, etc. Donc, on avait un autre système. On a parlé la semaine dernière de la collecte des bouteilles. Donc, tout ça pour dire que je reprends un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Pour remettre d'actualité les choses, on a un travail à faire. Est-ce que le travail doit être réservé aux instances? Je ne pense pas. On doit le faire nous, c'est notre responsabilité. Nous sommes responsables des déchets, c'est nous qui les fabriquons. Quand je dis nous, monsieur tout le monde. Donc, à nous aussi de prendre cette part de responsabilité et de commencer à les trier dès chez nous et d'apprendre ça à l'école. Je pense qu'il y a un pas qui est fait. On commence à le faire à l'école, mais ce sont des choses à perdurer, à accentuer, à rabâcher. J'ai vu des 4x3 sur la route, oui, à rabâcher concernant les déchets. Mais justement, la question qu'on se posait dans la problématique, c'était la gestion des déchets en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a une solution économique à ce problème politique? Et c'est pour ça que vous êtes là en tant qu'entrepreneur. Peut-être qu'il s'agirait aussi que les énergies soient libérées au niveau des entreprises pour permettre à ces entreprises-là de répondre à ces problématiques, comme tu disais en préambule. Il y a création de marché quand il y a un besoin. Exact. Voilà, Corien, je voulais. Moi, j'aimerais juste faire un clin d'œil. Alors, j'ai entendu les témoignages. Du coup, il y en a qui pensent que c'est bien, que oui, c'est bien géré. Il y en a d'autres qui pensent que non. Donc, c'est très controversé ce sujet. Malheureusement, selon moi, non, c'est pas très très bien géré. Et comme Franck-Aimé le disait, c'est en partie de la faute de Monsieur et Madame Tout le Monde. Parce que quand tu vois que Monsieur et Madame Tout le Monde, là où c'est marqué, vous savez, souvent les municipalités mettent, je ne sais plus c'est quoi la pancarte, voilà, défense de ouais, exactement, ou même des particuliers le mettent aussi, et pourtant
il marquait défense de jeter les ordures sous peine de je ne sais quoi. Mais pourtant, quand tu reviens le lendemain, pourtant les ordures sont là. Et c'est monsieur et madame tout le monde qui jettent ces ordures-là. Après, on dira oui, mais les municipalités vont les ramasser, etc. Oui, mais il y a des établissements pour jeter ce genre de déchets comme des machines, etc. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais monsieur et madame tout le monde a trop, comme on dit chez nous, la flemme d'aller vers ces établissements. Et moi, je voulais vraiment faire un big up à une association qui s'appelle Clean My Iceland, qui est tout simplement dirigée par Maxime Gauthier. Alors, je ne le connais pas, Maxime Gauthier. C'est un jeune, d'ailleurs. Par contre, on est tous les deux dans le monde des réseaux sociaux, donc on se connaît au loin. C'est un jeune Guadeloupéen qui fait un travail, Patrice, extraordinaire. J'ai déjà été... Qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il... Je ne sais pas si vous avez déjà vu les pancartes « La Guadeloupe est trop belle pour qu'elle devienne une poubelle ». Donc du coup, c'est lui qui met ces pancartes-là et il ramasse souvent des déchets. Donc du coup, il fait des interventions, il demande aux gens de se mobiliser sur les réseaux, etc. et en physique, de se mobiliser pour venir aider à ramasser les déchets sur les plages, les mangroves, etc. Pour moi, c'est une initiative qui est fantastique et je tiens vraiment à faire un grand big up à ce Maxime Gauthier parce que son travail, quand même, aide, entre guillemets, à ce que la Guadeloupe gère mieux ses déchets, tout simplement. En fait, Maxime... Si je peux dire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un citoyen guadeloupéen que j'ai suivi et que je suis. C'est vrai que le travail qu'il faisait était très très beau, puisque j'ai pu comprendre qu'il a dû arrêter pour des raisons professionnelles ou personnelles, puisqu'il s'avère qu'il avait commencé avec un groupe d'amis où ils étaient 5 ou peu. Et aujourd'hui, l'association a eu tellement d'ampleur que maintenant, il y a plus de 200 bénévoles. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, qui venaient. Il avait des collectivités qui avaient répondu présent, des artistes qui ont répondu présent, qui lui ont passé des bennes et tout cela. Et il s'avère que c'est devenu tellement politique que maintenant, il fallait pouvoir organiser, gérer le nettoyage. Encore pour lui, ça devait être naturel, pas forcément avoir tout un groupement, un organisme, que ce soit plusieurs collectivités qui viennent, puisque en faisant ça, lui, disons que chaque week-end, il avait la possibilité de le faire. Et là, maintenant, il faut organiser, trouver une date. Parce qu'il y a un cadre légal. Je comprends, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur une archipel, c'est une petite île, et les déchets, il faut pouvoir les recycler assez rapidement, et pour les rediriger, pour que des organismes bien professionnels puissent les traiter. Et Dieu merci que ce jeune ait eu cette idée, qu'il ait fait ce projet. Et grâce à lui, je pense qu'une grande majorité de certaines communes ont été nettoyées gracieusement. Vous imaginez si les communes devaient payer plus de ces 200 bénévoles pour nettoyer, alors que lui, il a réussi à le faire gracieusement et il a eu ces petites pénalités en fait. Ce sont les incohérences du système. Malheureusement. Et pourtant, qui sont bénéfiques. On va rester avec toi sur le sujet. Vous êtes une entreprise qui produisait, puisque vous travaillez dans le pneumatique. Donc, il y a des déchets dangereux aussi. C'est ça. Comment ça se gère? Alors, nous, on travaille avec des organismes qui vont recycler, puisqu'on fait tout ce qui est entretien auto et pneumatique. On a un organisme qui vient... Alors, on a des bacs réglementés pour accueillir l'huile usagée et on fait appel à une société qui vient récupérer ces déchets puisqu'ils sont toxiques et dangereux pour pouvoir les traiter correctement. Ensuite, on a un autre organisme qui va nous déposer des bennes à disposition pour pouvoir récupérer les pneus usagés des clients. Il s'avère que le client paye un service, effectivement, nous récupérons les pneumatiques et c'est à nous, effectivement, professionnels, de les récupérer et de les détruire. Donc du coup, on nous met à disposition des bennes, on travaille avec une société et malheureusement, même dans cette circonstance, c'est compliqué puisqu'on n'arrive pas à avoir énormément de bennes comme on le souhaite. C'est à quelle fréquence les ramassages, pardon? C'est à quelle fréquence les ramassages? Ça varie, c'est en fonction des périodes, mais l'idéal pour nous, on aurait souhaité 2 à 3 fois par mois. Et pour l'instant, c'est à peu près quoi, 1 fois par mois? Ça varie. On peut avoir une disponibilité durant 2 à 3 fois par mois et comme on peut avoir une benne pour 3 mois. C'est variable. Ok. Quel coût ça représente pour vous, puisque ça ne vous est pas... Les bennes sont peut-être déposées à titre gracieuse pour certaines, je ne pense pas. Ouais. Mais mais nous sommes d'accord, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. C'est ça. Donc, quel coût ça représente, puisque aujourd'hui, nous sommes bien conscients qu'il faut traiter ces déchets, que vous produisez quelque part, parce que c'est vous qui assurez le service, mais que le particulier vous ramène. C'est ça. Donc, alors, il faut savoir que, en fait, encore une fois, ça va varier puisque c'est pesé à la tonne. Et c'est en fonction du bac ou de la quantité. Mais en moyenne, en fait, ça va se jouer sur 2 tableaux. Le premier tableau, c'est la benne qu'on va nous louer.
Et le deuxième, c'est le transporteur qui va récupérer pour l'emmener à la déchetterie. Est-ce que vous refacturez? Est-ce qu'il y a une code-part pour le client? Alors, certains de nos concurrents le font. Et jusqu'à nouvel ordre, nous, on le fait pas. Donc, c'est un coût direct pour vous, c'est un coût direct en plus, oui. Que les clients ne penseront jamais, puisque certains clients vont dire « Ah, effectivement, il y a des tarifs qui peuvent être plus avantageux ou pas. » Mais nous, à l'inverse, on prend toute la responsabilité qui va derrière. Corinne ne va pas me contredire. Je pense que vous avez une carte en termes de communication, fidélité client à jouer là. Bon. Oui, c'est ça. J'essaierai. Mais en fait, on ne le fait pas forcément. C'est l'écologie qu'on veut essayer de mettre en place à ce niveau. L'éco-participation dont on parlait la semaine dernière. Voilà. C'est ça. Et que je crois que c'est ça, en fait. Beaucoup d'entreprises le font. Ouais. L'éco-participation qui est comprise dans le tarif. C'est ça. Voilà. Avant de me tourner vers M. Badi, notre ami Badi, alors, sur la zone de la ZAC de Nolivier, il y a notamment une décharge sur cette zone. C'est ça, oui. Donc, est-ce que ça veut dire que, justement, vous assumez vos déchets dans vos entreprises, vous avez mis en place un dispositif avec des partenaires? Est-ce qu'on a l'impression que, puisqu'il y a une décharge vraiment sur la zone, est-ce que ça veut dire que ce sont les professionnels même qui sont en situation d'incivilité? Alors, ça va être les usagers qui sont en situation d'incivilité. Je le rencontre, hormis les pneumatiques que nous récupérons. C'est vrai qu'il y a des poubelles qui sont mises à disposition pour certaines entreprises qui sont sous le secteur. Mais on constate que c'est difficile puisque monsieur tout le monde vient déposer leur ordure par sachet de 3 ou 4 et qui font que la zone devient vraiment désagréable pour les civils, les citoyens qui veulent venir sur cette zone. Et j'avoue qu'il aurait fallu faire un travail dessus, puisque je crois que Saint-Oise a une décharge aussi. Alors, je ne sais pas si elle est publique. Une décharge. On a bien dit la dernière fois, c'est pas une décharge. C'est une déchetterie. C'est un centre de... C'est un centre d'enfouissement. D'accord, voilà. OK. Parce que c'est vrai que quand moi, j'avais fait les recherches aussi, je vois que je n'ai pas vu Saint-Oise dessus. Et je crois que, alors quand j'avais fait, je m'étais renseigné dessus, on était à peu près... Il y a 11 déchetteries en Guadeloupe, dont Marie-Galante. Et je trouve que c'est peu pour le nombre de communes qu'on a. C'est à l'initiative du conseil régional, même si ça ne dépend pas de leurs compétences. Oui. Parce qu'apparemment, ça ne dépendrait pas de leurs compétences, mais ce sont eux qui ont été à l'initiative pour justement contribuer à ce traitement des déchets. Okay. Quelles sont les filières? Parce qu'on a parlé, on va nommer les sociétés, puisqu'il s'agit pour nos téléspectateurs de bien comprendre comment ça fonctionne. Les pneus, vous travaillez avec qui? Qui récupère et qui traite? Alors, il faudrait que je puisse m'en rappeler, parce que je ne les ai pas toutes, puisque c'est des dossiers que je suis en train de prendre, puisque je suis franchement responsable de la société. Il faudrait que je puisse m'en rappeler. Si tu me donnes quelques minutes, j'essaie de rechercher sur mon portable et je te dirai ça. Ok, très bien. Monsieur Fadoul, pointe-à-pitre, une difficulté aussi par rapport à la gestion des déchets des professionnels. Alors, que vous criez depuis des années. Alors, jusqu'en fin 2022, c'était fait par la municipalité. Alors, c'était ramassé le soir, donc logiquement, c'était trié, et donc c'était fait. Jusqu'à décembre 2022, où on nous a déclaré que c'est terminé, que les lois européennes disent que c'est le consommateur du moins l'entreprise qui crée et qui doit payer. Donc, doit s'occuper de ses déchets. Or, jusqu'en 2022, ça continue, mais bon, jusqu'en 2022, les entreprises pointoises payaient dans leurs taxes foncières, que ce soit quand il était propriétaire ou quand il était locataire qui reversait à son propriétaire, la taxe des ordures ménagères. Donc on a toujours dit que les entreprises ne créent pas d'ordures ménagères. On nous a dit, ah oui, d'accord, mais c'est ordures ménagères et assimilées. Donc assimilé, c'était carton. Okay. Et ce n'était pas donné. Une entreprise, un magasin de 100 mètres carrés de Pointe-à-Pitre payait près de 3 000 € l'année. Donc on s'est élevé contre ça. Et la loi est claire. C'est jusqu'à 1000 litres semaine, c'est à la charge de la municipalité ou de la communauté de communes. Donc Cap Excellence. Donc ça c'est un petit peu envenimeux. Donc jusqu'à maintenant, on a refusé de dire on paye, on va payer. Les grandes entreprises ou les moyennes comme la mienne, on faisait déjà le tri.
Donc on faisait une certaine quantité qui était quand même assez importante. On ne pouvait pas les sortir tous les soirs, mettre ça au coin de la rue, ça va gêner mon commerce qui est à l'angle même. Donc je rapatriais sur mon dépôt, et de mon dépôt, on les amenait à la déchetterie qui est à Jarry. Et jusqu'à cette bataille de décembre, où j'ai été contacté par une entreprise c'est la recyclage caribéenne. Non, caribéenne, qui est Fautra. D'accord. Qui nous a contactés. Donc j'ai signé un contrat avec lui et je lui amène les cartons sur Jarry, donc au lieu d'aller à la déchetterie, qui est un coût quand même, il me les récupère gratuitement. Donc pour lui, il a certainement un système de recyclage. Alors, ce qu'on va faire, on va partir pour la pub tout de suite et on revient avec tout. Nous revoilà après la pub. Je rappelle que nous sommes sur Canal 10, c'est dans Culture Business, et on parle de la gestion des déchets en Guadeloupe. La question, est-ce qu'il y a une solution économique à ce problème politique? Monsieur Badi Fadol avec nous, qui est le président d'honneur de l'USCP à Pointe-à-Pitre. Alors, on parlait justement de cette opération qui s'agirait pour traiter vos déchets professionnels. Est-ce qu'il y a eu une démarche collégiale, ou, parce que tu as parlé de ton cas pour le transport de tes cartons, est-ce qu'il y a une démarche de groupe? Oui, puisque la mairie nous a consultés, ou du moins voulait nous imposer. On s'est, pour ainsi dire, révolté contre ça. Et le problème, c'est que pour les moyennes entreprises, j'ai un fourgon, je peux amener. Mais une boutique, un petit magasin, il n'a pas obligatoirement un fourgon pour amener ses cartons à la déchetterie ou quelque part. Donc il y a quand même un minimum, puisque la loi dit jusqu'à 1000 litres, c'est à la charge de la collectivité. Et sur ça qu'on est en train il y a un flou actuellement, donc on ne sait pas quand est-ce que c'est ramassé, c'est déposé dans les coins des rues, ça fait des ordres. Votre interlocuteur, c'est Cap Excellence ou la mairie même? Là actuellement c'était les deux. D'accord. Parce que Cap Excellence nous a dit qu'il ne prend plus en charge. La mairie, donc on s'est retourné contre la mairie, donc si la CAPEX ne veut plus, donc la mairie le fait. Parce que les autres communes, c'est toujours les communautés de communes. Hein. On a un magasin sur Basse-Terre, c'est la communauté de communes qui ramasse les cartons. Parce que je ne rapatrie pas obligatoirement les cartons chaque fois de Basse-Terre. Mais on le fait, quand on peut le faire, on le fait. Puisque plus j'amène des cartons à Fautra, plus il est content. Et nous, ça ne nous gêne pas. Mais le reste des déchets, comme le plastique, tous les autres déchets, on est obligé de payer à la déchetterie à Jarry. C'est un coût. Donc aujourd'hui, pour la zone commerciale Pointe-à-Pitre, donc chacun gère son... Là non, parce que là il y a un flou. Ouais. C'est déposé, quand ça monte, la mairie envoie son camion enlevé, mais c'est un coût qui est supérieur à ce qui devait se faire, ce qui faudra demander. 50 € l'enlèvement d'une benne, dès qu'elle est remplie. Est-ce que l'accord qui a pu être mis en place avec M. Fautra, est-ce que ça peut se réitérer pour toutes les entreprises de Pointe-à-Pitre? Ah oui, dès que les personnes veulent, ils le font. Il n'y a aucun minimum, il vous demande juste... la quantité? Non, il prendra tout. Je pense que c'est les petites quantités qui font les grosses rivières, comme on dit, les petites rivières font les grands océans. Donc je ne pense pas qu'il le fait, mais il faut avoir les moyens de les amener. Tout à fait. Donc je ne vois pas une boutique de femmes, une femme avec sa petite boutique, peut-être pas d'employé, qui va aller mettre ses cartons dans sa voiture et qui va aller à Jarry. Donc elle a autre chose à gérer. Justement, mais ça revient à la question que posait Corien, qui disait que, comment tu as dit ça, c'est les gens qui ont la flemme. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi. Parce que tu as des familles où il n'y a pas de véhicule. Donc notre ami de l'ORDEC nous disait que l'objectif était de mettre une déchetterie par ville. Mais ça ne change pas la problématique des gens qui n'ont pas de voiture. Les personnes comme Badidi qui ont une petite structure, ils n'ont pas forcément l'équipement pour ça. Qu'est-ce qui est mis en place? Et c'est là qu'on revient sur la sociologie, c'est là qu'on revient sur l'étude de notre... qui sont, et quel est qui va en déchetterie? Déjà, il faut le savoir.
quel type de personne? Est-ce que c'est monsieur tout le monde qui va déposer sa machine à la déchetterie? La plupart... Quand il a un pick-up, oui, il n'y a pas de problème. Okay. Quand il peut demander aux voisins, voilà. Mais sinon non. Et puis aujourd'hui, on est quand même, faut se rendre compte que la société a évolué, pas forcément dans le bon sens, où c'est chacun pour soi. Voilà, l'individualisme. Donc avant, on pouvait demander à un voisin, mais comme tu y vas, est-ce que tu peux jeter ça pour moi? Et on stockait chez soi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pointe-à-Pitre, je comprends bien ce que dit M. Badifadoul. La boutique de prêt-à-porter femmes, hommes, enfants, qui reçoit un arrivage, 2-3 cartons, c'est très souvent l'employé qui est là, qui n'a peut-être pas de voiture ou qui a une voiture mais dont on ne sait pas les compétences. Ça ne va pas être traité. Et le problème, c'est que ça va se retrouver sur les trottoirs, il va pleuvoir, ça va mouiller, ça peut pas être traité et ça va causer un risque. Il y aura un risque d'accident. Il y a aussi les chiens errants, il y a aussi... Il y a des croisières qui arrivent à ce niveau. Il y a des passages, il y a des touristes qui viennent... Il y a les chalands. Il y a nous-mêmes déjà. Il y a nous-mêmes les chalands. Il y a nous-mêmes déjà, puisque nous sommes tous... Enfin, beaucoup d'entre nous sommes... utilisateurs de Pointe-à-Pitre. Enfin, moi, j'ai grandi à Pointe-à-Pitre. Il y en a qui, avant d'aller quelque part d'autre, je vais à Pointe-à-Pitre. Donc, forcément, il faut trouver des solutions. Après, quelles sont-elles? Comme tu disais, il faut peut-être revoir notre façon de voir les choses et de les penser. On va mettre les petites vidéos, Yann, s'il te plaît. Et Corian, tu voulais réagir? Non, en fait, c'est-à-dire que, étant donné que... une chose que je ne comprends pas et que j'aurais aimé vous poser la question, monsieur, c'est parce que vous êtes à la mairie de Pointe-à-Pitre aussi en tant que conseiller. Oui. En fait, c'est une vraie question. Hein. C'est-à-dire qu'on constate souvent que lors par exemple, la route du Rhum est arrivée, il y a eu un grand émoi autour de la population. Enfin, la population, du coup, a réagi en disant « C'est dingue à quel point Pointe-à-Pitre est aussi propre maintenant par rapport à la route. » Donc, en fait, pourquoi, quand il y a des événements comme ça, Pointe-à-Pitre trouve un moyen très rapidement de nettoyer et quotidiennement, pour nous, utilisateurs de Pointe-à-Pitre, tous les jours, on n'a pas ce confort, entre guillemets. C'est ma question. Je connais la réponse, mais c'est ça. Je ne suis pas un politique, je suis un chef d'entreprise de la société civile. Mais c'est ce qu'on appelle la politique. C'est-à-dire qu'il y a un événement, ça se voit, donc je bouche les yeux des gens. Mais seulement, ce n'est pas le quotidien. Malheureusement, ce n'est pas le quotidien. Alors, ce qu'on voit à l'image, là, justement, c'est un exemple, ce qui se fait, puisque on sait que nous sommes en Europe. Et on suit souvent des directives européennes sur la question du traitement des déchets. Ce qui se fait dans certains pays d'Afrique où là, il y a des initiatives qui sont faites, mais au niveau de... Est-ce que tu peux mettre un petit peu de son, s'il te plaît? On va repasser sur cette... Là, c'est une application qui permet à monsieur tout le monde de pouvoir contacter un professionnel qui va venir récupérer les ordures. Donc, il y a un moyen de paiement aussi, c'est un paiement mensuel aussi. Juste là, ce sont des initiatives privées. Il y a une dynamique, comme je disais en préambule, il faut libérer les énergies. Sur Pointe-à-Pitre, M. Fautra a proposé, c'est une entreprise qui propose... Il y en a d'autres. Mais justement... Bon, c'est lui qui m'a plus sollicité, donc il a été beaucoup plus commercial. Donc j'ai signé parce que moi-même, je n'ai pas fait la démarche, c'est-à-dire que ça m'a évité de faire des démarches. Donc il est venu à mon bureau, il m'a fait signer au bureau, donc... Tant mieux pour lui. Donc, non, mais l'idée, c'est que, vous voyez, là encore un autre exemple, ça ce sont des déchets avec du papier qui sont recyclés pour faire des briques pour les maisons, justement, on en parlait. Donc, il y a des initiatives qui sont des initiatives créées par des petites structures, petites unités. Imaginez-vous sur une ville donnée, et où cette personne-là qui a son business va elle-même faire la collecte, assurer la collecte, donner un numéro de téléphone. Et donc, nous, en Guadeloupe, on a opter pour des grandes collectes, de grosses structures qui font de la collecte. Les encombrants sont enlevés tel jour et tout ça, et ça appartient à de grosses structures. Je pense que peut-être qu'à un certain moment, nous sommes, des fois, on sait dire qu'on est un petit pays, à d'autres moments, on se prend pour des grands pays, mais peut-être qu'il faudrait libérer les énergies, permettre, parce qu'on a un pays où 60% de nos jeunes sont au chômage, pourquoi ne pas leur donner la possibilité de créer eux-mêmes des petits business qui travailleraient sur une ville ou bien sur un certain nombre de sections pour faire de la collecte comme ça se faisait avant. Vous voyez, il y avait celui qui gérait les bouteilles, il y avait la personne qui faisait des collectes. C'est les consignes, mais aujourd'hui la consigne est levée, donc le cadre légal ne suit pas avec. Voilà. Et c'est ça la dichotomie qu'il y a entre le système qui nous encadre, légal, et notre quotidien. C'est ça en fait. Voilà.
Donc il faut harmoniser tout ça, et harmoniser tout ça, ça rend, à mon sens, ça ne nous rend pas responsables. Donc c'est à chacun de prendre sa responsabilité, je crois, déjà dans son précaré, là, autour de soi. Mais c'est la question qu'on pose, puisque on se rend compte que le système est en place, il y a des structures qui font la collecte, mais malgré tout, il y a un amoncellement d'ordures. Vous avez dit tout à l'heure que le particulier va dans les bennes des entreprises pour déposer. Est-ce qu'il y a suffisamment de collecte? Est-ce que la collecte, elle est opérationnelle? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle répond à des demandes? La question des bornes, on a dit en préambule, des bornes qui sont réservées au plastique et aux bouteilles, qui se retrouvent avec d'autres types d'ordures. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer autre chose? Alors, moi, c'est bizarre parce que ça m'interpelle quand tu dis ça, parce que j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que nous créons des déchets et que nous pouvons les retraiter. Donc, je pense que déjà, il y a certainement, probablement un problème à ce niveau-là, d'éducation ou de connaissance, où on produit nos déchets. Donc, il faut savoir en plus que la Guadeloupe a produit l'année dernière en 2017. 390 tonnes. Voilà. Plus de déchets que la moyenne nationale par habitant. C'est ça. D'accord? Donc, ça veut dire que nous créons des déchets et nous ne nous rendons pas compte que dans les déchets, il y a une mine d'or. Et je pense que l'un des premiers problèmes de notre société, c'est que nous n'avons pas conscience que le carton, les bouteilles, ça c'est ce qu'on nous a dit qui existait comme filière. Mais on a appris la semaine dernière que le tissu était recyclé. Alors, c'est sûr. Quand tu dis nous, tu parles du particulier ou parce qu'il y a une institution qui gère les déchets. Avant de parler d'institution, comment tu fais pour aller? Est-ce que tu sais le prix d'une tonne de carton? Quels éléments tu as pour qu'il y ait une création de marché? Il y a une co-responsabilité. Oui, pour moi, il y a une co-responsabilité. Mais moi, je pars du principe que pour savoir ce qui se fait, il faut aussi aller chercher. Alors, c'est sûr que des fois, les informations, on ne les a pas toujours. Mais si le premier à se mettre en avant doit être quand même le particulier, en tout cas celui qui a la volonté de faire bouger les choses. Et pour faire bouger les choses, faites le premier volontaire. Donc en fait, pour toi, pour le responsable de la gestion des déchets en Guadeloupe, cette situation, ce sont les particuliers. particuliers. Non, je te redis, nous avons une co-responsabilité, Patrice. Ne me fais pas dire. Oui, on ne peut pas forcément chercher qui est coupable, qui n'est pas coupable. Oui, parce que ce soit professionnel ou particulier, la problématique est la même. On a des déchets sur tout le territoire. Donc le particulier va peut-être consommer moins que le professionnel, mais tout est à échelle. Le particulier a 3 habitants dans la maison, il va consommer pour 3 personnes. Le professionnel qui a plus de 200 employés va consommer pour 200 employés. Mais la problématique restera toujours la même, qui est les détritus, les déchets qui sont inhérents. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que Sandrine, elle a raison dans le fait, je dis ça rapidement, dans le fait qu'il faut absolument, c'est pas aux collectivités ou aux politiques d'aller chercher les jeunes et de dire entreprenez. Ça doit venir avant tout de toi, si tu veux entreprendre. Oui, mais s'il n'y a pas de marché. Il faudrait qu'il y ait aussi de l'information. L'information qu'on voit à des moments donnés, petit animé, pour moi, c'est pas parlant, c'est pas palpable. C'est pas palpable, donc fait. Et ensuite de ça, malheureusement, je vois ça. Par exemple, j'amène mes tris le dimanche soir, moi, à côté de Leclerc, le petit Leclerc, et c'est systématique. Tous les dimanches, il y a au moins 100 à 150 bouteilles de vin à terre. Attendez, c'est un professionnel qui amène ça. Il faut qu'un jour, la mairie enquête qui est-ce qui amène ça ou un petit peu sanctionner. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le lundi matin, c'est vide. Donc le soir, les bennes sont enlevées, c'est-à-dire les bennes de tri sont enlevées. Et qu'est-ce qui se passe? Avec certainement une pelle, et c'est pas recyclé ça. Alors qu'il y a 150 bouteilles en verre qui peuvent être recyclés. Il n'y a pas, même le pâte-à-pitre aussi, pareil. Les cartons qui sont déposés ou dans les décharges sauvages à grands fonds. Dans les grands fonds, je vois ça tous les dimanches, c'est le samedi. Quand je vais sur le moule, c'est vrai. Il faudrait que, de temps en temps, il y ait des enquêtes. Oui, parce que nous, professionnels qui sommes réguliers et corrects dans ce qu'on fait, on paye des structures pour ça. Et d'autres qui ne vont pas payer et qui vont faire ça passer sur le dos des particuliers. Il faut bien quelqu'un qui contrôle. Il faut quelqu'un qui contrôle. Il y a certaines
mairies qui le faisaient. Alors, toutes ne le font pas puisqu'il faut avoir un agent et pouvoir contrôler. Bien sûr, c'est des frais supplémentaires pour la commune. Mais effectivement, il faudrait pouvoir faire contrôler. La police de l'environnement. C'est ça. Et d'autre part, en fait, je voulais dire que... Alors, j'ai quelques contacts qui sont au niveau... alors, certains professeurs où j'ai eu écho qu'ils emmenaient des classes sur des plages pour essayer de faire du tri. Et je me dis que l'espoir n'est pas perdu puisque ces professeurs arrivent à faire ça, arrivent à emmener certains élèves faire du tri sur les plages. Donc, c'est-à-dire nettoyer les plages, retirer les déchets, plastiques ou autres. Mais, encore une fois, c'est pas comme, par exemple, le sport qu'on va faire tous les jours, tous les mercredis. Ça va être un événement, peut-être ponctuel. Moi, je veux quand même saluer rapidement parce qu'on va... c'est celle de Casablanca, qui est au Rézé et qui fonctionne très très bien. Donc, si on a des choses dont on veut se débarrasser, on peut appeler dès que ça fonctionne. Et ils viennent chercher? Ils viennent chercher. Et moi, je l'ai utilisé. La mamie qui n'a pas de voiture. Vraiment, la mamie qui n'a pas de voiture, quelqu'un qui n'a pas un pick-up pour transporter, peut appeler Casablanca et ils viennent récupérer au domicile. Donc, ça peut être des vêtements, machines à laver, des cuisinières, des réfrigérateurs, des chaussures. En fait, ce que vous avez. Dès que ça fonctionne. Voilà, dès que ça fonctionne, c'est en bon état. Alors, moi, je dis pourquoi pas. Pour l'électroménager, par exemple, le problème, c'est que quand vous avez des professionnels qui livrent, il a obligation de ramener l'ancien. Oui. Mais quand c'est une personne on ne lui donne aucune obligation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il vient, ou en particulier, il prend sa machine, il la met au bord de la route. Il l'amène, mais son ancien, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se fait pas chier. Hein. Il dépose à terre, c'est tout. Réfrigérateur en prêt-à-pite, des matelas, il y a tout. Hein. Corian, c'est à toi. Oui, donc du coup, comme j'ai dit au début, on est tous comme le temps et comme il fait beau, on est tous beaux sur le plateau. Et du coup, maintenant, là, quelqu'un nous a rejoint. Et du coup, je te salue. C'est Danick Dabriou, qui est un très vieil ami, qui est entrepreneur. Eh bien oui, je suis bien entouré, vous avez vu ça? Tous mes amis entreprennent, c'est fantastique. Donc j'ai cette chance. Et donc du coup, Danick, tu es conseiller immobilier. Tu es entrepreneur dans le conseil immobilier chez Keller Williams. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Keller Williams? Alors, Keller Williams, c'est bon, on entend bien. Keller Williams, c'est une agence immobilière située à Coulin-Petit-Bourg. Elle est ici en Guadeloupe depuis 2019. Elle a été créée en 1983 au Texas. Et c'est la plus grande agence immobilière dans le monde, non seulement en termes d'agents. Quand on va aller dans une agence immobilière, en général, il n'y a que maximum une vingtaine de personnes. Il faut savoir qu'on a plus de 90. C'est eux qui m'ont formé. Ils sont aussi leaders de formation devant la Silicon Valley, etc. C'est un peu ça. Et moi, je suis conseiller immobilier chez eux depuis peu. Voilà. En indépendant? Oui, c'est ça. Okay, c'est que des agents indépendants. Ok, moi, ma question, c'est quoi la différence entre un conseiller immobilier et un agent immobilier? Je dirais que la différence, c'est vraiment au niveau des modalités d'exercice, c'est-à-dire qu'un conseiller sera indépendant, tandis qu'un agent immobilier sera plus salarié. Voilà, mais sinon au niveau du service, c'est le même. Ok. Souvent, on rencontre des difficultés. Chaque entrepreneur, on a un entrepreneur sur le plateau qui a plus de 50 ans d'expérience. C'est extraordinaire. J'espère que tous les deux qu'on arrivera à là. J'espère au moins qu'on arrivera à 20 ans d'expérience. Donc, du coup, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est compliqué. J'ai une question pour toi, c'est de savoir, selon toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué entre le démarchage de clients et la signature d'une vente? Je dirais que il n'y a pas plus ou moins compliqué parce que les deux vont ensemble. Mais le plus important, c'est vraiment le démarchage du client. Je veux même dire l'accompagnement du client. Parce que sans l'accompagnement du client, on ne peut pas avoir de signature. Donc pour moi, c'est le point qu'il faut vraiment, le point essentiel. Mais qu'est-ce qui est le plus compliqué alors entre les deux? Le plus compliqué, je ne dirais pas que c'est compliqué, mais il faut être rigoureux pour le démarchage du client. Ouais, ça c'est parce que j'imagine qu'on a souvent des refus, des non, des oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que Danick, en fait, il m'a appelé un jour, c'était vraiment inopiné, il m'a appelé et il m'a dit « Hello frérot, comment tu vas ?» Du coup, je suis dans le monde de l'immobilier et tout simplement, je t'appelle pour te proposer ce que je fais. J'ai trouvé ça tellement courageux
parce qu'il faut vraiment du courage pour feuilleter tous ces contacts, donc les plus anciens, les gens qui attendent vous depuis 5 ans, 10 ans, peut-être les gens qui répondent, qui disent ouais, allô, qu'est-ce parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Ça doit être super compliqué le démarchage de la cliente. Surtout dans la sphère personnelle, encore quand je vais faire de la prospection, tu connais pas quelqu'un, ça va. Mais dans la sphère personnelle, c'est un peu compliqué, mais on s'habitue. Ma dernière question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, c'est comment et où on peut te joindre? Alors moi, on peut me joindre par téléphone, par mail. J'ai aussi un site internet. Il est là. Tiens. Ah, il est magnifique. Super. Donc j'ai aussi un site internet, voilà, avec c'est personnel, c'est-à-dire que je vois tous les visites. Ici, on peut voir les biens qui sont dans l'agence, les biens que je suis amené à rentrer. Donc voilà, par mail. Je ne sais pas s'ils ont affiché mon mail aussi. Donne ton mail. Hein. Mon mail, c'est danik.w@wfrance.com. Donc voilà. Et ton numéro de téléphone? Mon téléphone, c'est le 32 13 63. Mais je suis aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça ne change pas. Toujours mon nom et mon prénom. Danik W. Voilà. Ok. Ça change pas. Ben, je te remercie, Danik, un jeune entrepreneur de 20 ans. J'espère qu'il aura 50 ans d'expérience devant lui bientôt. Et du coup, je vous remercie. Je te remercie, Patrice. Très bien. Je donne rapidement la parole à France Aimée pour son clin d'œil à une organisation qui s'appelle Chef. Oui, Chef, c'est un événement qui se passe lundi 16 octobre, de 19h à 21h au Paco Lounge. Alors, je demandais à Yann s'il peut mettre le visuel et savoir si on peut appeler, parce qu'il était question qu'on appelle Mylène Colmar, qu'elle puisse en parler. Je lui ai donné le numéro, donc à ce moment-là, Yann, es-tu disponible pour appeler Mylène? Oui. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, Chef, c'est un événement que je conseille pour ceux qui aiment bien manger de la qualité. Elle est là? Madame Colmar, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Mylène. Bonjour France Aimée. Tu vas bien? Alors, c'est le moment de parler de l'événement Chef. Donc, je te laisse la parole pour nous présenter rapidement cet événement du 16 octobre. Alors, c'est un événement qui est dans la droite lignée de ce qu'on a l'habitude de faire, qui correspond au débat Food Deal. On a déjà fait 2 éditions pour permettre aux chefs de débattre sur un sujet d'actualité. Pas seulement les chefs d'ailleurs, les acteurs du monde culinaire. Et Food Deal, qu'un média 360 degrés, a toujours la volonté de permettre aux acteurs de se réunir, d'échanger, de partager, mais aussi de transmettre des informations, leurs sources de réflexion, leur point de vue sur différents sujets au grand public et aux passionnés de food qu'on connaît bien. Donc cet événement, c'est le premier rendez-vous Food Deal qui allie deux événements en un. Le débat Food Deal, donc une version de débat avec 4 chefs qui ont accepté d'intervenir et de s'exprimer sur un thème. C'est chef, domicile versus restaurant, demain tous indépendants. C'est-à-dire, est-ce que les chefs, finalement, vont devenir tous indépendants et vont délaisser les restaurants, puisqu'il y a une grande problématique pour les restaurateurs à recruter des chefs en ce moment en Guadeloupe. Et ensuite, c'est suivi par une session de réseautage pendant 1 heure, networking, où les gens vont pouvoir échanger avec ces chefs, mais aussi avec d'autres acteurs qui seront au rendez-vous. Et ça correspond à un format qu'on avait qui était la soirée de remerciements pour la sortie du magazine Food Deal, le magazine qui paraît 2 fois par an. Et à chaque fois, on marquait la sortie par la tenue d'une soirée pour remercier tous ceux qui ont soutenu, et notamment les annonceurs. Comment voilà, participer donc, c'est un bel à cet événement et on invite tout le monde à prendre un ticket sur With Events ou à venir à Food Deal Lab, acheter un ticket pour pouvoir découvrir cette grande première. Donc les tickets sont disponibles via le net. Et sinon, Food Deal est ouvert. Quels sont les horaires? Alors, Food Deal est ouvert aujourd'hui jusqu'à 14h. Et sinon, on reprend le lundi à 9h et jusqu'à 17h, en sachant que l'événement commence à 19h à Paco Lounge. Donc, les gens ont tout le loisir de venir découvrir Food Deal Lab déjà, et puis aussi acheter leur ticket. On se fera un plaisir de les recevoir. Merci beaucoup, Mylène. Merci beaucoup, c'est un plaisir. À très bientôt. Voilà, ça donne fin tout ça. Ça donne envie. Nos amis, vos actualités, messieurs, avant de nous quitter, monsieur Fadoul. Sur l'actualité
sur le niveau de l'entreprise, s'il y a une offre, il y a quelque chose. La mienne ou en général? Ton entreprise. Mon entreprise. Ben, on se développe, on continue à développer. On a ouvert le 5e il y a 1 mois et demi sur le boulevard Chanzy. Le nom de l'enseigne? Caribel. Caribel, très bien. Donc on est à 50. C'est beau, Caribel. Hein? C'est beau, Caribel. Ben, c'est-à-dire que c'était pas Caribel avant. On avait repris sur. Moi, j'avais vendu mon entreprise en 2011 pour prendre ma retraite, exactement, suite à un problème de santé. Rapidement. Et finalement, j'ai repris. Mais on a repris mes filles ont repris sur le nom de In the Air. Okay. Mais à chaque fois que quelqu'un rentrait dans le magasin, où tu es? Ah, mais je suis chez Caribel. Donc on a dit, bon, finalement, allez, ouais, Caribel lancé. Et on a repris le nom de Caribel. Donc Caribel existe depuis 1974. Ah ouais. 77, exactement. 77, donc voilà. Donc 77, c'était de la vaisselle. Après, c'est devenu... mais c'est toujours Caribel revient parce qu'à un moment donné, c'était Beautiful. Et les gens continuent à dire. Donc j'avais pu allier Caribel is Beautiful. Mais bon, c'était pas facile de dire Caribel is in the air. Donc, on va retenir ça, Caribel. Merci Badi, ta présence. Nicolas. Merci encore à vous de m'avoir permis d'être présent avec vous. La société Belle Auto et puis les salariés vous remercient. Nous, on a 4 titres, 2 à Sainte-Rose, donc le Beau, la zone de Olivier, au Lamentin et à Goyave. Et on aura une promo très prochainement pour le mois de décembre. Donc du coup, elle est en préparation et d'aujourd'hui jusqu'à décembre, si les usagers veulent bien venir, c'est toujours avec plaisir. Champion. Il a un t-shirt champion. Rapidement. Je remercie l'invitation de Corian. Ça met vraiment les jeunes en avant et je pense que c'est important en Guadeloupe. On a du potentiel. Et voilà. Ça. Très bien. Merci à tout le monde. Merci à vous derrière le petit écran. Merci à Yann pour la réalisation. Merci mesdames. À la semaine prochaine. Salut à Brigitte. Salut à Magali. Allez, salut.